Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en face. On a longtemps dit que notre pays avait le meilleur système de santé au monde, mais chacun reconnaît qu'il est actuellement à bout de souffle. Personnel en burn-out, centres hospitaliers en grève, urgences saturées, l'hôpital public est en crise. Il y a une semaine, le gouvernement présentait son plan santé 2018 pour les 50 années à venir, en faisant le constat que l'hôpital risque l'implosion. Alors ce soir, pour mieux en saisir tous les enjeux, nous vous proposons un documentaire passionnant, un film en totale immersion dans les coulisses d'un hôpital de la région parisienne. Des médecins, infirmiers, aides-soignants et dirigeants de l'hôpital se confient et nous font mieux comprendre pourquoi et comment ils se retrouvent aujourd'hui en souffrance, non loin du point de rupture, avec le risque de mettre la santé des patients en danger. Comment voient-ils leur avenir et celui de l'hôpital public? Voici L'hôpital à fleur de peau. C'est un documentaire réalisé par Cyril Danvers avec Pierre Ducarte. Je vous retrouve juste après avec mes invités pour débattre du malaise de ceux qui nous soignent et des solutions pour y remédier. À tout à l'heure. Je suis inquiet. On est inquiet. Parce qu'on discute entre nous avec les... On est inquiet sur l'avenir de l'hôpital public. Voire très inquiet. Je ne sais pas si ça veut encore dire quelque chose, l'hôpital public. On perd en qualité, on perd... Nos maîtres mots, c'est faire du rendement, faire de l'argent, faire du passage. L'hôpital est censé être lié à l'humain et il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus d'humain. On gère l'hôpital comme une entreprise. C'est pas une usine. C'est pas une entreprise de production. C'est un endroit de soins. Un soignant n'est pas un gestionnaire. C'est pas dans son ADN. C'est un mot d'Hippocrate, ouais. J'ai honte de mon métier. J'ai honte. J'ai honte parfois de regarder les patients. L'hôpital public, il est en train de nous assassiner, quoi. On est tous flippés. Vous, nous, tout le monde est... C'est hallucinant, cette situation. On se dit, on va où, là? On va où? Ces visages, ces gestes font partie de nos vies. Ils sont ceux de notre santé publique. Ceux de soignants arrivés au point de rupture dans un hôpital en France en faillite financière. À Gonesse, dans le Val d'Oise, les hospitaliers poussent un cri d'alarme contre la rigueur économique qui n'en finit plus de dégrader leur métier, contre les dérives d'un système où la sécurité médicale serait compromise. Alors, la E. A3C. Ah bah, ça c'est l'hôpital de jour de médecine. C'est la gériatrie, c'est plus loin. Nicolas Jarjous, chirurgien et chef de service, est à la recherche de l'un de ses patients, opéré la veille. Voilà, là. Ah, on revient en arrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah non, c'est pas... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Bah non, c'est pas lui. Il a pas de son de lui. Venez avec moi, c'est là. Bon. En tout cas, Je crois que ça va être lent, hein? Les pertes n'ont pas été dosées. Bah oui, non mais ça... J'ai juste mis 1 litre sur les passes. Bah il faudra quand même, parce que ce malade, tu vois, il va falloir lui surveiller l'entrée, sortie, les calculs de diurèse. 3000, on récupère 2000. Alors il y a 1000... il est où? Il est rentré 2000, 3000, il est sorti. Non, mais je sais bien. C'est inexploitable. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé depuis hier. Parce qu'il est en gastro-entérologie. Et pas en urologie. Les infirmières en bas, chez nous, ils ont l'habitude. Et surtout chez un malade comme ça qui a une grave insuffisance rénale. Donc, on va reprendre un peu tout ça. Il faudra qu'on essaye de le prendre chez nous, ce malade, parce que c'est compliqué de le faire gérer par quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Merci. Voilà, monsieur Lel. À plus tard. Et puis, on va essayer de voir s'ils peuvent le descendre en bas.
chez nous. Parce que ça va être compliqué. Compliqué. Le docteur Jarjous est inquiet pour le suivi de son malade, mais dans son service en chirurgie, il ne peut plus le prendre en charge. 15 lits viennent d'être fermés. Une mesure économique prise par la direction pour diminuer les coûts de fonctionnement de l'unité. Alors, je sais pas si vous avez en fait, là, j'ai le salon sorti. Et ça caille, hein. Ouais. Désormais, les malades n'ont plus forcément droit à une chambre. Ils peuvent être admis en chirurgie le jour même de leur opération. Bon, bah allez-y. Le problème, c'est que vous n'avez même pas un bouquin ni votre téléphone pour l'instant. Vous allez vous ennuyer jusqu'à temps de partir. Ah, oui. Elle part à 12h30, hein, donc... Il est quelle heure 10h15. Sinon, je vais chercher mon téléphone. Hein. C'est problématique, hein, comme il dit. Hein. Mettre le malade sur un fauteuil, le temps qu'elle... Bah oui, malheureusement, c'est tombé sur vous. C'est pas grave. Parce qu'on a actuellement, malheureusement, une... Pour une fois que ça tombe sur moi. Eh oui, on a quand même une grande influence. Et comme ils ont fermé des lits, c'est administratif. Ça devient très compliqué de travailler dans les conditions qu'on nous impose actuellement. Énormément de difficultés. Nicolas Jarjous exerce depuis 28 ans à Gonesse. Il doit toute sa carrière à l'hôpital public français. Originaire de Syrie, il a rejoint la France en 1983 pour se spécialiser en chirurgie viscérale. Aujourd'hui, à 60 ans, il est en plein doute. Incision. J'ai fait ce métier, j'ai cette vocation pour essayer de bien soigner le malade. Je suis là pour soigner le malade. On rentre dans un cercle vicieux. Quand on ferme 15 lits, on a supprimé au prorata des infirmières et des aides-soignantes. Donc on a fait une économie de personnel. Six postes ont été supprimés dans le service de chirurgie. Les nouveaux effectifs ont été rationalisés. Ils ont été calculés pour accueillir 45 patients maximum. Mais ce matin, ils sont 48. Pour les aides-soignantes chargées de la toilette des patients, une course aux soins commence. Bon, je vais répondre à la sonnette. Ok, Valérie ? Ça va ? Oui. C'est bientôt terminé. Valérie est aide-soignante depuis 8 ans à l'hôpital de Gonesse. Comme toutes ses collègues, elle travaille sur une amplitude horaire de 12 heures, en essayant de tenir les cadences. Bon, à 7 heures, c'est la machine qu'il faut qu'il se mette en marche. On enchaîne. C'est un rythme quand même assez soutenu, faut être bien réveillé. Bon, c'est le patient avant tout et on va essayer de le prendre en charge le mieux possible. Je souffre énormément. J'ai vu hier quand ils m'ont amené. Vous avez vu dans quelles conditions ils m'ont amené. Quand je suis arrivé là, je hurlais. Ils m'ont laissé là parce qu'ils n'ont pas pu me rapprocher du lit. Bon, mais là on va vous masser le dos, changer le drap. Il faut qu'on retire ça, monsieur. Monsieur, oui. Il faut qu'on retire ce drap. Oui, mais vous le retirez quand je ne peux pas bouger. Ça va ? Difficile d'accélérer les soins, les patients en chirurgie ont des pathologies lourdes. Ils sont aussi de plus en plus âgés. Oh, remarque, c'est bien de rigoler. Ah bah oui. Hein ? On essaye de bien faire, mais vite et donc forcément, on est maltraitant en ne répondant pas tout de suite à la sonnette, on est maltraitant en n'allant pas mettre un bassin tout de suite parce qu'on est occupé. Mais ça, c'est pas, enfin, on le fait involontairement parce que on n'a que 2 jambes et on n'a que 2 bras pour être auprès d'un patient à la fois.
Bonjour madame. On m'a mise dans mon fauteuil à 3h de l'après-midi. Oui. Et à 8h20, j'étais toujours dans mon fauteuil. Oui. On m'avait semblement oublié et ils n'avaient pas eu le temps de me remettre dans mon lit. D'accord. J'étais furieuse. Personne n'est venu me coucher. Je veux bien croire qu'elles sont débordées, mais nous, on dépend du personnel. Hein. Tout à fait. Oh, j'étais pas contente. Virginie est cadre de santé, elle gère l'organisation du service. Bonjour Benguy. Ça va? T'es de coupe? Oui, c'est ça. Ok. Ce matin, en plus de la suractivité, elle doit faire face à un absentéisme important. Oui, bonjour Madame Frassa, c'est Virginie. Bonjour, je me permets juste de vous appeler parce que j'ai des gros soucis. Alors hier on avait déjà un arrêt, il y a Claude qui est en arrêt toute la semaine. Donc on a réussi à peu près à bidouiller. On a 2 personnes qui sont en vacances, c'est leurs vacances en vacances. Le problème c'est que là j'ai Marie-Claire, son mari est hospitalisé. Donc elle n'est pas venue ce matin, elle faisait 7-19. Et j'ai Mouloud qui vient d'être soignante, Marie-Claire, soignante. Et j'ai Mouloud qui arrive, mais qui devait faire 8h, 15h45, mais qui vient d'avoir un accident de voiture. Ça va Valérie? Merci d'être venue. Merci beaucoup. Alors du coup, Laetitia, normalement, elle a eu grâce parce qu'on lui fait fauter son dernier jour de formation. On ne peut pas faire autrement. Ouais. Bon, on va y arriver. Les filles, on va y arriver. Allez, dites-moi juste. Virginie n'a pas de marge de manœuvre, elle n'a plus de possibilité de remplacement. Elle doit se débrouiller avec ses soignants les plus dévoués, comme Valérie, qui a accepté de revenir travailler sur son jour de repos. Ils sont tellement calibrés au plus serré qu'il faut que tout le monde soit là tout le temps et jamais malade. Ça, c'est pas la vie, c'est pas possible. Après, si on a beaucoup d'absentéisme dans l'établissement, c'est quand même révélateur de certaines choses. Il y a de l'absentéisme parce que j'ai la grippe et que je peux pas venir parce que vraiment je suis clouée au fond de mon lit. Bien sûr, il y aura toujours cet absentéisme-là. Il y a de l'absentéisme parce que congé mater, ça fait partie de la vie. Il y a aussi de l'absentéisme parce que les gens sont crevés. Oui, je suis là. Valérie, Grâce arrive. Bonjour. Ça va? Je vais venir pour faire la toilette. Donc, je vais vous mettre une bassine. Vous allez commencer par vous laver le haut. Je vais aller voir quelqu'un. Et quand vous avez fini de laver le haut, vous m'appelez pour que je puisse finir le bas et changer le lit. D'accord? Vous n'êtes pas bien, là. Grâce est revenue travailler sur son temps de formation. Aide-soignante à Gonesse depuis 10 ans, elle a découvert sa vocation entre une mère infirmière et un père médecin. Malgré les contraintes, elle cherche toujours à garder de l'humanité pour ses malades. Quand tu rentres, tu fais le lit, hop. Le suivant. Vous avez fait la toilette? Oui. Donc il faut au moins un peu se laver. D'accord? Ok, un petit peu vite. C'est comme du travail à la chaîne, alors que certains patients ont besoin de communiquer avec nous. Et ça peut leur mettre tout de suite en forme. Il y en a, vous arrivez le matin, ils ne sont pas en forme. Vous discutez un peu avec eux et c'est reparti. Ça va? Allez, venez. On va dans la salle de bain? On me demande de faire une toilette, qu'une toilette. Non, je ne dois pas faire qu'une toilette. Je dois communiquer avec la personne et c'est en communiquant avec cette personne qu'on peut avoir d'autres renseignements. Alors, vous avez mal à la tête? Oui. Je vais le dire à l'infirmière. Allez. Donc, à côté, je vais y aller, là, monsieur. À côté, c'est... Là, lui, je l'ai mis au bassin aussi. Il faut lui faire des jambes. 92 Non, pas 12. Attends, mais je suis... 94. 94. Ben, je vais au 94. En fait, quand on prend un temps avec une personne,
il y a d'autres patients qui n'auront pas ce temps-là, le temps qu'on aurait dû leur donner. Voilà. C'est un peu froid, hein? Oui, quand même, ça va. D'accord. Je me réconforte en disant qu'il va y avoir quand même une personne, voire 2-3 personnes dans la journée. Je vais prendre le temps de le faire. Vous avez un peigne? Vous voulez que je vous aide? Je vous peigne? Non, il n'y en a pas. Ok. C'est bon comme ça? Il n'y en a pas. Coiffeur, il y en a pas. De coiffeur? Non, il n'y en a pas. L'idée, tes petits-enfants, et là... On fait partie de la famille, certaines fois, des patients. Je ne peux pas me dire, il faut que je me dépêche, je prends le temps nécessaire, tant pis, je finis plus tard, mais je ne peux pas me dire, non, il faut que tu te dépêches, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'occuper pleinement de ce patient parce que tu as encore ça. Non, parce qu'un jour, je serai dans ce lit, moi, et je ferai quoi? Est-ce que je voudrais qu'on me fasse ça? Non, c'est un être. Un être humain, c'est pas une boîte de conserve ou une paire de chaussures. Voilà. Demain, peut-être pas. Demain, je serai pas là. Ah bon. Moi non plus. Ah bon? Enfin, ce sera je d'autres. travaillerai, mais je serai de l'autre côté. Est-ce que vous êtes à votre aise comme ça? La tête, elle est assez haute? Encore un peu. Encore un peu? On a oublié ça. Ah oui. Prendre moins soin du patient, ou je peux pas, je sais pas faire et je veux pas faire. Je veux pas faire. Le jour où on me le demandera, je changerai, je partirai. Parce que ça sera pas moi. Tu sers là ou pas? Oui, je vais servir, bien, mais je vais attends, t'aider. il faut un renseignement pour Pengui. Je vais me laver les mains, j'arrive. Ouais. Attends, 84... 84, elle mange. C'est un bloc pour vendre. Ce jour-là, les déjeuners ne pourront pas être servis avant 14 h, en dépit des efforts des aides-soignantes qui ne se sont pas arrêtées depuis 7h30 du matin. C'est du poulet, ça va aller? Oui, il n'y a pas de... Enfin le repas. De son côté, la jeune femme privée de lit attend dans son fauteuil depuis 4 heures sans avoir vu personne. Il y a rarement un dépassement de la capacité en chirurgie. Finalement, on avait dans ces lits conventionnels de chirurgie une occupation qui était en dessous des lits ouverts. C'est vrai que comme on est aussi dans une logique de faire en sorte que chaque euro soit dépensé le moins bêtement possible, encore une fois, moi je gère quand même de l'argent public. Bon. C'est quand même important de l'avoir présent à l'esprit. Catherine Vauconsant est la directrice de l'hôpital de Gonesse depuis 2015. Selon ses informations, le service de chirurgie serait déficitaire au-delà de 45 lits ouverts. Avant Gonesse, elle a dirigé plusieurs établissements publics de santé en Île-de-France. Elle a aussi officié une année au département financier du ministère de la Santé. En plein week-end, à l'occasion du cross organisé par les soignants de l'hôpital, la directrice est venue faire un peu de relationnel. Bravo! C'est bien. Bravo! Ah, alors là, c'était déjà mon docteur préféré. Et vous? Moi, je vous prends en photo. Ah bah c'est bien, d'accord, ok. La chose qui est bien, l'élément qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de chronomètre, c'est des sportifs du dimanche comme nous. Moi, j'ai avec les enfants, ça reste hyper convivial. Ah bah, il y a 14 services représentés, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc nous avons réinstauré, comme par le passé, une coupe interservice au plus grand nombre de participants, donc par unité de soins. Et donc cette année, les grands gagnants sont... Donc c'est l'IFSI. C'est pour ça que les gens veulent pas qu'on ferme des lits. C'est pour... Parce qu'après, ils perdent la coupe. Voilà. Quand on va parler de la chirurgie, qu'on va dire on ferme des lits, la chirurgie, mais après, ça apaise. Voilà. Ils n'ont pas la coupe parce Voilà. qu'ils sont plus assez Ça peut nombreux. apaiser la Et c'est la gériatrie qui va tout gagner à la fin. Catherine Vauconsant a sur les épaules 2500 salariés à gérer
et un centre hospitalier départemental dans une situation financière délicate. Un édifice aux infrastructures de pointe et aux allures de bâtiment d'architecte. 320 millions d'euros d'investissement qui, aujourd'hui, plongent les comptes de l'hôpital dans le rouge. Pendant 5 ans, la direction doit affronter un déficit annuel de 9 millions d'euros. Et faire face aux inquiétudes de ces médecins, exaspérés par la rigueur budgétaire et les réorganisations de services. Nos infirmières, le personnel, ils sont vraiment dépassés par tous les événements. Ils n'y arrivent plus. Et elles sont à bout. Vous m'avez dit que vous allez les voir, mais bon, venez les voir pour qu'elles vous racontent. C'est pas une machine qu'on rentre et sort. Il y a quand même une préparation d'un malade, préparation d'un lit, préparation des choses. On n'est pas dans une usine qui fabrique des boîtes. Il y avait des difficultés qu'on avait prévues, anticipées pour qu'on puisse y travailler. Il y avait des difficultés qu'on découvre en faisant cette organisation. On est d'accord avec vous qu'il y a des ajustements à faire. On ne dit pas que tout va bien. Bon. On dit simplement, est-ce que la réponse, elle est dans on retourne en arrière? Je ne crois pas. Depuis le 1er septembre, on ne doit pas être trop mal en termes d'un volume global de lits disponibles. Des dépassements au-delà de 45 lits, qui sont disponibles pour la chirurgie, c'est 3-4 jours. Bon. Donc, la maille de volume de lits disponibles pour la chirurgie, elle a l'air d'être pas trop à côté de la plaque. Donc, sur le nombre de lits mis à disposition de la chirurgie, le fait de ne pas en rouvrir 15 correspondait de façon arithmétique. Ah ça, l'arithmétique, c'est très simple. Mais c'est bien pour ça que je fais la différence. C'est simple à le dire. Les chiffres, c'est pourquoi j'ai dit les chiffres, on peut en parler des chiffres, mais moi je parle de la réalité des malades. Je ne veux pas des chiffres. Je vais y venir. Nous vous faisons remonter, oui, en toute transparence, des difficultés majeures. Cela se traduit par une souffrance au travail. Nous avons 2 infirmières qui ont quitté le service ces dernières semaines. Et donc là, aujourd'hui, puisque c'est très compliqué, il y a plein de problèmes qui en découlent et on dit, bon voilà, on va analyser problème après problème, alors que finalement, tous ces problèmes découlent d'une décision. Et donc en réalité, la solution... Donc ça fonctionnait de façon satisfaisante. Peut-être pas 60 lits, mais 45, c'est trop juste. C'est évidemment trop juste. Qu'est-ce qui vous permet en termes d'occupation tout le thème de la discussion d'aujourd'hui. Non, pour vous, c'est pas trop juste. On a bien conscience de cette difficulté et on n'a pas balancé la décision de l'organisation sans revenir derrière et à chaque fois essayer d'ajuster avec vous, d'entendre ce qui ne fonctionne pas et de faire un pas suivant pour que ça aille mieux. Après, la question de revenir en arrière, ce ne sera pas le cas. Je ne pense pas qu'il faille forcément parler de revenir en arrière. Il faut juste être intelligent. On est d'accord. Ça peut prendre un peu de temps. Mais je sais bien, mais il faudra pas, on n'en a pas trop de temps. Et donc on est juste. On est pris à la gorge par les malades, par la sécurité des malades. Donc tous les jours, les malades qu'on accueille aux urgences, on est obligé de l'assurer dans toute sécurité. Docteur Jarjous, on partage la responsabilité, même si on n'est pas sur les mêmes positions. On s'épuise. Oui. C'est pour cela, il faut que ça se stabilise. Et il a ces changements, la réduction du lit, on réduit l'organisation des infirmières. Ces changements, oui, c'est vrai. Au bout d'un certain moment... Ça fait 4 ans quand même qu'on vit ces choses. La première à savoir qu'on vous demande beaucoup en termes de changement. La chirurgie vit un temps très difficile depuis 4 ans. La gestion de l'entreprise, elle est obligatoire, comme toute entreprise. Mais il ne doit pas primer sur la qualité de soins. C'est juste ça. Il y a un équilibre à avoir et je pense que pour l'instant, il y a l'entreprise qui l'emporte sur l'hôpital. On a l'impression qu'il y a une sorte de rouleau compresseur économique qui va certainement nous rattraper, va certainement nous écraser si on ne fait rien. Que ça les agace si trop de leur temps est passé à s'occuper d'affaires de gestion, c'est une chose. Que ça les mette en colère quand ça pourrait venir, je dirais, contrarier des choix de prise en charge médicale, je peux l'entendre. Après, oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité collective de chacun des professionnels. Mais c'est l'activité des médecins qui est le cœur du réacteur et donc de la rémunération de l'établissement. Là, je vais piquer à 3. 1, 2, 3, je pique.
Les hôpitaux publics ne fonctionnent plus avec un budget annuel alloué par le ministère de la Santé. Ils doivent aujourd'hui gagner leur propre financement. Et comme dans le privé, les soignants sont mis à contribution. Plus ils font d'actes médicaux, plus les recettes de leur hôpital augmentent. Chaque prise en charge d'un malade générant un paiement de l'assurance maladie. Ce système appelé la T2A, la tarification à l'activité, tourne à plein régime depuis 2009, depuis la loi Bachelot. Mais cette loi censée lutter contre le déficit chronique de l'hôpital public est un échec. En 2017, son endettement a doublé pour atteindre 1,5 milliard d'euros, un record. Pourtant, les médecins se sont pliés au système. Sur leur ordinateur, entre urgences médicales et consultations, ils informent la direction de tous les actes médicaux accomplis, des pathologies traitées, mais surtout de leur valeur pécuniaire, ce qu'on appelle le codage. Chaque étiquette, c'est un malade opéré. Donc c'est un cancer de rein, d'un malade qui a un cancer de rein, que je vais le coder. Donc on va coder la pathologie annexe, c'est un malade qui a un diabète. On va renseigner l'acte opératoire. Il y a des actes beaucoup plus intéressants que d'autres. Quand on opère un malade, qu'on lui fait une néphrectomie, on enlève un rein pour un cancer, c'est pas la même chose que l'opérer pour une vésicule tout ça, ou une petite hernie. Une néphrectomie pour cancer, c'est quand même beaucoup plus payant qu'une hernie. Donc c'est intéressant. Le cancer, c'est une pathologie qui est très intéressante. Vous voulez dire intéressante? De point de vue financier, parce qu'il est bien rémunéré. Il était sous anticoagulant. Donc tout ce qui est là, foncé, ils sont déjà sortis de l'hôpital. Mais on n'en a pas eu encore le temps de les coder. Il faudra qu'on s'installe pour les coder, pour qu'on soit payé. La logique dit, c'est au moment où on opère, ou juste après, on code immédiatement. Mais comme on a des tâches énormes, vous voyez, hop, j'ai un téléphone. C'est le réanimateur qui m'appelle. Allô? Oui, Thierry. Le paradoxe, c'est qu'un médecin n'est pas un gestionnaire. On n'est pas là dans la gestion des finances. C'est pas notre métier. On n'a pas été formé pour. On n'a aucune formation de management. On n'a aucune formation de finance. On sait, comme tout bon père de famille, etc., gérer les dépenses, entre guillemets. Donc ne pas gaspiller, ne pas faire d'examens excessifs pour rien, etc. Mais ça, on le fait. Il n'y a pas besoin, de pression supplémentaire. On le fait de nous-mêmes. OK. Ça allait être là. Pareil, cette dame qui a des multipathologies. C'est une dame qui est là pour un cancer des vessies. Cette dame qui a un Alzheimer. Alors là, vous voyez, tout ça, il faut que j'arrive à choisir dans quelle catégorie elle est. Parce que c'est ça qui va me donner la lourdeur de la prise en charge. Si je ne fais pas attention, alors ancienne, je code tumeur de la vessie, cystectomie, c'est pas beaucoup. Ça va être rémunéré, mais c'est pas beaucoup de choses. Et on ne sait pas pour quelle raison cette dame est restée autant de temps chez nous. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme complication? Codage, c'est comment gratter 1000 € sur un patient en fouillant bien dans le compte-rendu pour être sûr que... pour vérifier qu'on lui a pas fait un petit truc en plus qui pourrait rajouter une ligne sur les diagnostics. Le codage, c'est ça. Et le système, la perversité du système va encore plus loin parce que les codages diminuent d'année en année.
C'est-à-dire, aujourd'hui, pour une pneumopathie, on vous donne tant. L'année d'après, on vous donne moins. Comment vous voulez que les hôpitaux s'en sortent? C'est pour couvrir le déficit de la sécurité sociale, tout simplement. En payant moins la même pathologie, ils gagnent de l'argent. Mais c'est qui le perd, cet argent? C'est les hôpitaux. Mais le scandale, c'est qu'on nous dise « Attention, vous êtes déficitaire ». Mais non, monsieur. Nous ne sommes pas déficitaires. Nous produisons du soin. Nous soignons les gens. Donnez-nous le juste prix. Ça, c'est le bloc. Allô? Il est sur table, j'arrive. À tout de suite. Bon, ben, je crois qu'on va rester là. Allô? À l'hôpital public de Gonesse, les urgences sont, comme partout en France, en surchauffe. Un phénomène lié en partie aux déserts médicaux, au manque de médecins traitants sur tout le territoire. C'est bon pour l'identité? Merci. Faute de solution, les habitants se replient sur les urgences. Ce que les soignants appellent la bobologie encombre les urgentistes. Alors, pour endiguer le flux de visites qui peut atteindre 180 personnes par jour, la direction a chargé une infirmière de faire un premier tri, de prioriser les consultations. Monsieur, bonjour. Par ici. Des soucis de santé, monsieur? Non. Des allergies? Non. Pas connu. D'accord. Vous avez glissé quand? Dimanche. Dimanche. Et vous avez mal où? Adeline a 17 ans d'expérience. Elle a choisi de faire toute sa carrière aux urgences et en réanimation, au plus près de sa vocation. J'aime les gens, en fait. C'est ça mon moteur. J'aime les accompagner dans ce moment qui est aussi un peu ingrat des urgences parce que la prise en charge est rapide. Mais j'aime être là. J'aime essayer de me battre pour qu'ils aillent mieux. Donc, allez-y, monsieur. J'ai bu alcool aussi. Vous avez bu un coup? Alcool. Avec le médicament. J'ai pas mangé, j'ai pris le médicament 2 jours. Vous avez bu ce matin? Hein? Vous avez bu ce matin? L'alcool? Oui. Ouais. Combien? Je sais pas. Vous avez bu quoi? Vous avez bu quoi, monsieur? JB. Ou Jartanier, je sais pas quoi. Ouais, du whisky, quoi. Ouais. Me donnez pas toutes les marques parce qu'on va vite arriver dans mes limites, monsieur. Lambelle avec, je sais pas, après j'ai pris le médicament, j'ai pas mangé. Avec le... Mais là, moi, ce qui me pose problème, monsieur, c'est que vous vomissez du sang. Non, Si. Non. Si. Pas... Écoute, le nez, tu vois, j'ai pris le cocaïne, tout ça. Vous avez pris de la cocaïne en plus ce matin? L'enfant Martin. Mais qu'est-ce que vous faites, les garçons, aujourd'hui? Oui, vous avez vu ça? T'es le deuxième que je vois arriver comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On est lundi, on n'est pas vendredi, les mecs. Il est comment ton nez d'habitude? Il est très droit. T'as un peu de travers, hein. Je sais pas si tu t'es regardé, mais t'as un peu de travers, hein. Il y a un petit peu de monde, mais bon, je vais prioriser dans la mesure où il est plus fin et droit. Je plaisante. Alors, comme on dit, au prorata, c'est souvent 80% de bobologie pour 20% d'urgence. Donc, c'est pas forcément 180 passages justifiés. Par contre, c'est 150 passages qui nous donnent de l'argent. Puisqu'on en est là, il faut faire de l'argent, du passage et du chiffre. Dites-moi tout. Ce qui va nous rapporter de l'argent, nous du moins pour le service des urgences, c'est pas la réelle urgence type l'infarctus ou l'AVC, puisque ce patient va nous demander du matériel, va nous demander des examens, donc va engendrer un coût.
Le patient qui va nous rapporter de l'argent, ce qui est bête à dire, c'est le patient qui vient justement pour une otite, pour un rhume, pour une grippe. Parce qu'au final, c'est de l'argent brut de consultation qui rentre dans la caisse. Donc on dit effectivement ces patients embolisent des urgences, mais ces patients rapportent de l'argent à l'hôpital et à la fonction publique hospitalière. Ici, aujourd'hui, on a eu une affluence limite record, aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a 6 heures, 7 heures d'attente. Même pour les enfants, il y a 5 heures d'attente. Il y a 53 patients présents là. Il ne veut pas la mettre au Libor parce qu'il dit Donc on a de 24 minutes à 6 heures. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 docteurs en tout et il y a 54 patients. Donc voilà. Voilà l'équation à résoudre. Le docteur Krim est chef de service de gériatrie à Gonesse, ce qui ne l'empêche pas de se consacrer une fois par semaine et pour 12 heures de suite aux urgences. Le cœur de son engagement d'hospitalier, même s'il faut parfois affronter les incivilités des patients. Ça fait 20 minutes que vous êtes là, madame, pour un trauma d'orteil. Madame. Trauma d'orteil, c'est ça. Oui, si vous voulez nous insulter, c'est pas grave, mais je vous le dis, il y a... Deux soirs. Il y a 56 personnes. Il y a 4 docteurs, donc on fait de notre mieux pour les voir. Oui. Bon. Maintenant, vous allez nous laisser travailler parce qu'on perd du temps. Bon. Je sais bien, mais il y a 56 patients. Donc il faut... Oui. J'arrive, madame. Monsieur, et vous n'avez pas honte de me dire ce que vous êtes en train de me dire? Est-ce que c'est moi qui suis venu vous chercher à la maison? Il y a du monde. On fait ce qu'on peut. Et nous, est-ce que c'est notre faute? On fait... C'est votre faute, vous avez... Oui, il a vu le médecin. On va se voir là-bas si vous plaît. Mais faut pas que... j'en peux plus. Ma fille, là, elle est en train de mourir, là. Et vous la prenez pas en charge. Madame. Allez vous faire foutre. Oui, écoutez, madame, pourquoi vous nous parlez comme ça? Je suis venu là pour discuter avec vous. Ma fille, elle est là en urgence. Madame. En urgence. C'est quoi ça veut dire quoi le mot urgence pour vous? Vous regardez ce que ça veut dire le mot urgence? Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes malade, vous venez à l'hôpital et c'est légitime. Moi, j'en attendrai pas moins. Je viens à l'hôpital, je suis en situation de détresse, je ne suis pas bien, je suis malade. Je viens, je veux qu'on s'occupe de moi. Le plus rapidement possible. Mais je veux qu'on s'occupe de moi. Qu'on me soulage, qu'on me soigne, etc. Et le plus rapidement possible. C'est le principe, c'est le jeu. Mais ça, on ne peut pas toujours l'offrir. Il faut l'installer. Installer en priorité, sa fille a tapé le scandale. C'est pas parce qu'elle a tapé le scandale, mais parce qu'elle a eu une haine un peu. D'accord. Bon, vous êtes fâché, ça se voit. Mais est-ce que vous avez mal? Bon. J'essaie toujours de faire le bien autour de moi, d'être, voilà, d'aider, J'aime bien les gens. Mais je pars toujours du principe que les gens sont bons. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes là? Je suis tombée dans la salle de bain en allant à la salle de bain. D'accord. Vous marchez toute seule aussi, avec un déambulateur? En ce moment... C'est un peu dur. Ouais. Vous tombez fréquemment? Ça fait la 2e fois. Oui, en combien de temps? Tout le côté humain, tout le côté psychologique du patient, toute cette fragilité à prendre en compte, toute cette addition de petites choses auxquelles il faut faire attention, etc. Ça met votre cerveau en ébullition tout le temps. Donc, c'est pas que le pathologique. Soigner le patient âgé, tout le monde ne sait pas le faire. Et c'est ça qui m'a un peu passionné. Hop, voilà. Bon. On va faire ici, dans ce service, on va faire une petite... des examens pour explorer tout ça, voir déjà pourquoi vous tombez, quel est le problème, d'accord? Et probablement, dans un deuxième temps, vous envoyer dans une structure de rééducation. Ah non. Vous ne voulez pas? J'en sors. Ah. Allez-y, asseyez-vous. Comme la maternité, le service de gériatrie de Gonesse fait figure de bon élève. Il est rentable. Vous voulez pas un verre d'eau? Le vieillissement de la population française fait des personnes âgées des clients qui rapportent gros en activité médicale, donc en recettes. On y va. Tout doucement, attendez.
À condition qu'il ne reste pas trop longtemps dans un lit de l'hôpital. Vous marchez bien là ce matin. À condition que le docteur Krim et ses équipes surveillent la DMS, la durée moyenne de séjour, établie en gériatrie à 8,5 jours. Il était rentré pourquoi? Hypoglycémie. D'accord. Bon, son traitement est rééquilibré. Il se débrouille à la maison tout seul. Il a un entourage. Bon, très bien, ok. Donc on peut faire la sortie pour demain. Ouais. Ok. C'est une dame qui est connue, un caractère un peu difficile, même à la maison. C'est une forte tête, ça Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. Donc, le dossier en long séjour a été déposé il y a plusieurs mois, parce que la fille savait que à domicile, ça ne tiendrait pas. D'accord. Je vais voir le docteur Coste tout à l'heure, il vient, à 11h30. Du coup, je vais lui en reparler pour voir si il y a des choses à réactualiser ou pas. Lise a exercé plusieurs années comme infirmière avant de devenir cadre de santé en gériatrie il y a 3 ans. Dans son service, elle s'adapte aux normes budgétaires, peu compatibles selon elle avec l'âge de ses patients. Je fais mon travail, j'essaie de concilier mes valeurs professionnelles avec des injonctions institutionnelles et des chiffres d'activité qu'on me demande. L'ADMS, elle est d'environ, pour nous, de 8,5 jours. Donc un patient âgé, on a une moyenne d'âge autour de entre 83 et 86 ans. À cet âge-là, on a plein de pathologies. 3 ou 4, voilà. Des pathologies chroniques, des pathologies lourdes. On est moins en forme. Vous imaginez le timing, en 8 jours et demi, on doit avoir trouvé qu'est-ce qu'a le patient, régler ce problème principal et les autres qui sont annexes, et lui trouver une solution. On a des gens avec des situations sociales extrêmement complexes, avec des problèmes administratifs qui vont mettre des mois à être résolus. Et là, pour nous, c'est des vrais casse-têtes parce que il y a la porte d'entrée de l'hôpital public, qui est les urgences. Bienvenue, on vous soigne, et ça, c'est superbe. Et après, par contre, comme on nous demande une activité et un équilibre dans la DMS, ces gens-là qui vont être là des mois, eh ben, il va falloir rétablir autrement. Parfois, gérer la durée de séjour devient une aberration. Comme pour cet homme, hébergé depuis 8 mois. Un patient sans famille, qui n'a plus l'autonomie pour vivre seul chez lui. Alors, pour contourner les 8 jours et demi autorisés d'hospitalisation, Lise le fait déménager régulièrement vers une autre unité de gériatrie. Je peux m'asseoir 2 petites minutes? Je peux m'asseoir? M'asseoir. Bon. Tout à l'heure, vers 14h30, 14h45, vous allez retourner de l'autre côté. Comme ça fait longtemps que vous êtes là. Où là? À l'hôpital. Pas ici, hein? Non, pas ici. Ici, on a coupé le séjour. On repart sur un séjour nouveau. Vous allez aller à côté, là où vous connaissez toute l'équipe, les infirmières, les aides-soignantes. Vous y retournez aujourd'hui. D'accord? On a juste coupé administrativement le séjour. Je sais. Voilà. On repart de zéro. D'accord? Pas de problème. Bon. Vous êtes content de retourner en SSR? Vous êtes content de retourner en SSR? Par contre, c'est pas la même chambre de ce qui est là. Pourquoi? Bah parce qu'elle est occupée maintenant. Elle est occupée maintenant. On le sait que sur certains patients, l'hôpital est perdant. Mais, entre guillemets, je m'en fous. Voilà. Ce n'est pas mon problème. C'est pas que je m'en fous. Ce n'est pas mon problème de médecin. Moi, je suis médecin. Voilà. C'est aux financiers, aux politiques de gérer cette problématique. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est ça la folie du système. On nous met dans une situation où on nous dit vous êtes déficitaire.
Mais on est déficitaire parce que vous nous avez mis des bornes, vous avez décidé de façon arbitraire qu'une durée moyenne de séjour ne doit pas dépasser tant. Pourquoi? Les gens ne sont pas tous les mêmes. Et voilà, c'est fait. On est belle comme un bonbon rose là. Le docteur Krim est inquiet, mais en attendant, grâce à l'activité et à la bonne gestion économique de son service, 10 nouveaux lits seront bientôt ouverts en gériatrie. Au bloc de chirurgie de Gonesse, à l'inverse, la direction cherche à faire des économies. Les chirurgiens n'opèrent pas assez pour amortir le coût de fonctionnement du bloc opératoire. On a 2 leviers sur la chirurgie. Limiter les moyens mis à disposition, s'ils sont trop élevés par rapport à l'activité qui est réalisée, tout en continuant à travailler sur comment rebooster sur 2 spécialités notre activité. À ce stade, faire des économies au bloc, ça va être des suppressions de postes. Dans ce cas, ce sont les agents du paramédical qui sont le plus exposés. Plusieurs postes d'aides-soignantes et d'infirmières vont disparaître. En fermant les yeux, eh bien les yeux peuvent voir. Les yeux fermés peuvent voir. Des images. Super. Et ben voilà, il est parti avec ses aurores boréales. Emmanuelle a commencé dans le privé. Elle est devenue infirmière anesthésiste en se formant à l'hôpital public de Gonesse en 2005. Elle redoute une des conséquences du dégraissage prévu au bloc de chirurgie, le glissement des tâches, c'est-à-dire le recours à la polyvalence. On peut détacher quelqu'un, par exemple de la réanimation, où il y a quand même des équipes qui sont assez vous aurez une vue d'ensemble, importantes. On aura une vue donc ça voilà. permettra On pourra vous faire venir quelqu'un du service de réanimation, peut-être pas des urgences, parce que là c'est pareil, souvent au niveau des urgences, à cette heure-là, il y a une grosse activité, mais peut-être plutôt de la réanimation, pendant 1 heure ou 2 ou 3, pour vous aider à absorber cette activité. Quand c'est quelque chose de régulier ou en permanence, eh ben, il faut qu'on aille un nom dans une case, remplacer à droite, à gauche, et faire dans la même journée un coup IAD, un coup aide-soignante, un coup infirmière, et qu'on nous met au bloc, en salle de réveil, dans les services pour aller perfuser, pour aller faire de l'aria. C'est en ça qu'on dit, à un moment donné, stop. On ne peut pas être opérationnel sur tous les fronts, et c'est pas parce qu'on a une amplitude horaire de 12 heures qu'on va être opérationnel vraiment à 100% sur ces 12 heures. C'est pas parce qu'on veut vous faire de la peine, c'est parce que on veut pas. Voilà, on veut continuer à exister, avoir de la chirurgie à Gonesse. Donc il faut qu'on change de paradigme. Bon, il faut qu'on arrive à retrouver un collectif. C'est-à-dire que chacun, quand il est là le jour ou la nuit, retrouve sa place et joue dans le même sens. Voilà. Comme une équipe de rugby, on a un objectif commun, c'est voilà, d'aller porter le ballon de l'autre côté de la ligne. C'est... On n'est pas des noms à mettre dans des cases. Actuellement, c'est ça. C'est qu'on nous case. Et c'est ça le danger. Le danger, il est là. C'est qu'on n'a pas forcément les bonnes personnes avec les bonnes formations au bon poste. On travaille avec de l'humain, on travaille avec des vies, on n'a pas le droit, de prendre le moindre risque. Est-ce que vous aimeriez être pris en charge, vous, si vous faites un infarctus, et que vous vous retrouvez demain en cardiologie, et que vous discutez avec l'infirmière et qu'elle vous dit « Ah bah moi, vous savez, l'infirmière de cardio ce matin, elle n'est pas venue parce qu'elle est en arrêt maladie, et ben moi, je déboule de
de diabétologie ou de gériatrie. Vous savez, monsieur, je connais pas grand-chose à la cardio. Et la pauvre, elle va faire ce qu'elle peut. C'est pas rassurant quand même. Moi, on va mettre en réanimation. Il y a des choses que je vais pas savoir gérer. Parce que je vais pas savoir gérer les machines qui sont en réanimation. C'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes médecins, c'est pas les mêmes procédures, c'est pas les mêmes prescriptions. Enfin, tout est différent d'un service à l'autre. Mais c'est sûr que cette polyvalence-là empêche de dépenser de l'argent en enveloppe de remplacement. Soit vous dépensez 200 € pour quelqu'un avec une négociation d'heures sup, ou 200 € pour une vacation, ou soit c'est gratuit parce qu'il y a du plus dans l'établissement et il y a une infirmière qui vient. Quelle est la solution d'un établissement qui veut être à l'équilibre financier? Elle est vite vue. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut savoir aussi dire on ne peut plus. Il faut savoir dire stop. Il y a une phrase de Saint-Augustin qui dit à force de tout voir, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout supporter. C'est une dérive. Jusqu'où? À quel bout? Parmi tous les hospitaliers, le corps infirmier paie le plus lourd tribut à la nouvelle donne économique de l'hôpital. Une infirmière sur 3 abandonnerait le métier dans les 5 ans après sa formation. Dans certains cas, le désespoir conduit au pire. Depuis 2016, selon leur syndicat professionnel, 12 suicides auraient été reconnus accidents du travail. Sindra, elle, s'est arrêtée à temps. Elle revient à l'aube reprendre son service après 2 mois d'arrêt de travail. Tu vas déclencher le truc de sécurité. Vous êtes malade? Attends, j'ai pas pris moi. Attends. Vous êtes givré. Non, c'est bon. Vous êtes fou. Vous êtes trop nuls. Allez, le moral. C'est bon pour le moral. Maman, j'ai pas réussi à l'éclater. Non, mais sérieux. Sindra est un des piliers du service de médecine infectieuse où elle travaille depuis 8 ans. En perte de sens, elle a fini par tomber en dépression. Il faut être humain pour faire ce métier, sinon ça sert à rien. Je me suis arrêtée quand j'ai eu l'impression de ne plus faire assez bien mon travail et de justement me déshumaniser. Je ne dormais plus. C'est les pleurs, c'est les cris, et c'est les cris contre les collègues qui n'ont pas forcément fait quelque chose, c'est les cris contre parfois des familles, c'est de l'énervement parfois contre des patients alors qu'il n'y a pas lieu qu'on ait de l'énervement contre des patients. Il y a un moment où on arrive à un stade où on se dit « stop, je me fais du mal, je fais pas bien mon travail, ça sert à rien. Il faut que je m'arrête, il faut que je prenne du temps pour moi. Parce que si moi, je suis malade, si je me rends malade pour un travail, je peux pas bien soigner les gens. » Dans notre formation, tout est axé sur le bien-être, la bienveillance. Et là, on est plus tout à fait là-dedans. On essaie d'y être, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc on est frustré. C'est comme si on voulait bien faire, mais que c'est le travail empêché, quoi. Donc oui, ça crée de la souffrance, forcément, la souffrance au travail. Ah non, c'est ça. Ils sont hyper exigeants. Il y a une exigence accrue, et alors que nous, à l'inverse, on a de moins en moins de temps. Et donc on a une pression... Le béton d'arrêt, c'était dur. Hein.
On t'a poussé à t'arrêter. Une semaine après, il y avait 25 toilettes. On a poussé à te mettre en arrêt, nous, les médecins, certains médecins aussi. Parce qu'on voyait qu'elle était en train de craquer, clairement. On la connaît, hein. Ouais, clairement. Clairement. Quand tu pleures au boulot, je suis désolée. Faut le dire. T'arrives, tu pleures. Il y a un problème, alors qu'on n'a encore pas commencé à bosser. Alors on se met en difficulté, hein. On en est conscient, mais bon... C'est surtout qu'ils trouvent personne. Ils s'en foutent, mais ils s'en foutent. Mais au-dessus, c'est le soleil. Ouais. 35 malades, 2 infirmières, mais ça choque personne. Ouais, ça choque personne. Là, c'est compliqué à manger, ça. Mais ça, c'est pas justement parce qu'on a plus de lits pour moins de personnel aussi. Bah, tu te dis, est-ce que je vais faire ça toute ma vie, quoi? Bah, il y en a de moins en moins. Hein. C'est sûr. En termes de prise en charge, non, c'est pareil. J'ai mes 15 patients pour la journée. Bon, j'ai un peu avancé sur Du coup, vous avez fait Monsieur Ballet, j'ai juste rajouté le Versatis puis un bilan dans 2 jours. Ok. Pas de problème. Monsieur Boulet. Oui. Monsieur Boulet. Faut que je vois sa femme. Comment? Faut que je vois sa femme. Pour savoir un petit peu comment ça se passe. Ah oui, d'accord, je vois ça. Il faut me dire les choses 20 fois parce qu'à mon âge... Le docteur Trois-Vallées est le médecin référent de Sindra, un des vétérans de l'hôpital de Gonesse. Il est là depuis 30 ans et lui non plus n'a pas été épargné par le système. J'ai fait 2 burn-out, ouais. 2 épisodes de burn-out. Le dernier, c'était un peu plus d'1 an. Bah, c'est pas grave, on devient infernal à la maison. La famille se cache quasiment quand il va rentrer. Parce que vous en pouvez plus. Non, mais j'ai jamais frappé personne. Hein, mais on n'en peut plus, quoi. On n'a plus envie de rien faire. On sait plus où foutre les pieds. On n'a plus envie de venir. Je peux vous dire qu'il y a un paquet de médecins qui dorment pas dans la nuit de dimanche à lundi parce qu'ils savent pour ce qui est retombé dessus. Moi, ça fait très longtemps que je dors plus la nuit du dimanche au lundi. C'est vrai qu'on est en sous-effectif chronique chez nous depuis quelques années. Ben, vous avez des trucs qui arrivent de tous les côtés. C'est-à-dire que vous avez un patient au téléphone, un médecin qui veut des renseignements ou qui veut un avis. Vous avez des résultats à récupérer. Et vous avez le patient et puis l'autre qui va pas bien à côté. Et puis on pète les plombs, quoi. Bientôt, ça va faire 2 ans. En mai, il y a 2 ans, j'ai fait un infarctus. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Je suis pas fumeur. Je suis pas diabétique. J'ai pas de cholestérol. J'ai pas de maladies connues. J'ai pas d'antécédents familiaux. Je suis sportif. Et j'étais en hyperactivité. Et ça m'a coûté ça. Et à un moment donné, un jour, en venant à l'hôpital, à 5 minutes de l'hôpital, j'ai fait ma douleur thoracique et je me suis arrêté. Et j'ai appelé le SAMU. J'ai continué après, je ne me suis pas arrêté longtemps. J'ai arrêté 1 mois et demi. Je ne sais pas si... Oh, je vais tenir, mais bon. Parce que là, je suis encore dans l'espoir. Je suis encore dans l'espoir. À 7 ans de la retraite, le docteur Jarjous n'en a pas fini avec sa vocation, ni avec les problèmes. Aujourd'hui, il doit peut-être reporter ses interventions. Les soignants de Gonesse ont activé le plan hôpital sous tension. Faute de lits disponibles, ils ne peuvent plus accueillir de malades.
Aux urgences, on ne sait plus où caser les patients qui continuent à arriver, tandis que les services sont impactés par le manque de personnel médical. Tu veux que je t'explique? Oui, explique-moi. Pneumologie, Oui, manque- 15 manque- 15 lits fermés par manque de temps médical. En médical. Temps médical. Voilà, il y a eu un arrêt chez eux, donc 15 lits fermés jusqu'au 2 janvier, inclus. Neurologie, on vient de fermer 5 lits par manque de temps paramédical, une infirmière en arrêt. Près la gorge. Et même en sauve, tu vois, j'ai pas de place. Bah, la dame, elle va aller en réa, forcément. Ils sont déjà au courant, rien ou pas? Ouais, il y a Paul qui a déjà travaillé. Eux, ils rentrent demain matin. Et le problème, c'est qu'en sortie éventuelle demain, j'en aurai peut-être 2, mais dans l'après-midi. Et donc, au retour de bloc, je peux pas les mettre dans un lit. On fait des hébergements de médecine alors? Non. En médecine? Non. La chirurgie n'ira pas en médecine. Je suis désolé. On ferme la chirurgie, on n'envoie pas en médecine. Moi, je suis pas d'accord. Donc On annule les malades. Tout simplement. C'est ce que j'avais dit. Le jour où on fera, on annulera les malades parce qu'on n'ira pas les voir en médecine. Ils ne seront pas. La prise en charge en médecine, c'est prise en charge médicale. Ce n'est pas une prise en charge chirurgicale. Il y a énormément de problèmes et j'ai déjà l'expérience que les infirmières et les personnels des médecines ne savent pas prendre en charge quelqu'un des chirurgies. Et pour les autres malades, donc en viscéral. Il y a monsieur Bazoui à la laparo, grande laparo, une grosse tumeur d'abdominal. Il va où? Lui, j'ai pas encore. Lui, ça sera sur Demain. un fauteuil, un lit. Ouais, non, attends, il y a une énorme tumeur dans le ventre, monsieur Bazoui. Non, mais on va préparer des lits. Non, mais. On va préparer des lits, t'en as, et puis on les mettra dans les Et où le lits. mettra où? Les lits? Ah ben, on fera comme Dans on le pourra. couloir? On fera comme on pourra, monsieur Georges. J'en sais rien, sinon on les annule. Hein. Moi, non, mais qui va les surveiller dans un lit? Je reprends la question, madame Frassa. Qui les surveille quand ils sont dans un lit? On les mettra dans un lit juste au départ du bloc, monsieur. Mais oui, mais on va les prémédiquer. Qui va les surveiller avant le bloc? La prémédication, il n'y en a pas pour. Enfin, c'est juste une demi-heure avant la prémédication. Non, mais c'est bien. Monsieur Non, Jarjous. je sais bien. Mais ils vont être dans un secteur excentré. Mais Il faut monsieur arrêter de parler. Je sais bien. C'est un malade qui est sous notre charge qui va être surveillé par qui? Il rentre à quelle heure, ce patient? Madame Frassa. Ben, on va s'organiser, monsieur Jarjous. Très bien. Donnez-moi des personnels pour surveiller les malades dans un lit. Madame Lemoine, par contre. Et je verrai comment vous mettez. On va voir si on peut. On va voir si on peut pas le descendre au bloc. Il vaut mieux reculer son arrivée. Pourquoi c'est un patient lourd, ce monsieur? Ah oui, il vaut mieux C'est une énorme tumeur abdominale. que de le faire attendre 3 heures, en salle de réveil. Hein. Si on va augmenter les nombres de malades hospitalisés dans un secteur, on augmente le nombre de personnel. Point. Bon, pour Que ça soit clair. Pour demain, c'est réglé. C'est le bloc qui surveillera ce patient Voilà. prémédiqué. C'est tout. Sur le paramédical, par exemple, il nous manque une quinzaine de postes d'infirmiers et un peu plus, entre 15 et 20 postes d'aides-soignants. C'est voilà, et c'est pas propre à Gonesse. Dans un hôpital où il y a un institut de formation d'infirmières, on en a un institut de formation d'infirmières à Gonesse. On a une école infirmière et aide-soignante à Gonesse. Ne pas pouvoir recruter, c'est pas normal. Parmi ceux qu'on forme, parce qu'on les forme. Et il est juste à côté de l'hôpital. On voit bien qu'il y a une organisation du travail chez certains professionnels, notamment plus jeunes, où on est dans une autre approche. Ils ne veulent pas être recrutés comme fonctionnaires ou comme contractuels de la fonction publique. Ils disent je suis disponible tel et tel jour. Et voilà. Quand on vient et on regarde où on se renseigne, on demande aux collègues, parce que vous savez, vous postulez pas dans un établissement ou dans un endroit sans se renseigner, où vous entendez, ça se passe bien, ça se passe comme ça. Et je pense que ça donne pas l'envie. Débrouillez tout seul. Et c'est qui va aller aux toilettes, tu m'as dit? C'est lui. À l'hiver 2017, un mouvement de grève touche l'hôpital de Gonesse. Les infirmières et les aides-soignantes du service de médecine en profitent pour afficher leur ras-le-bol. Donnez-moi la main, madame. C'est
Mais elles ne peuvent s'arrêter. Les malades restent toujours la priorité. Ce soir, en plus, un patient les a quittées. Elles ont une famille à soutenir. Ça va les minous? D'accord. Vous connaissiez ce monsieur? Oui, je l'ai un peu pris en charge. J'ai dû le prendre 10 jours, une dizaine de jours en charge. Ce monsieur. Ça, c'est pour le médecin. Pour le médecin. C'est toujours triste. C'est toujours triste parce que même si on veut se battre pour des patients, il y a un moment où il faut les laisser partir et c'est plus compliqué. Là, après, ça va être compliqué parce qu'il va falloir gérer la famille. Parce que la famille, je suis pas sûre qu'ils étaient très prêts pour ça. Ça, c'est le numéro de... Médecine interne, bonjour. La vie et la mort, ça fait partie du métier d'infirmière. Ça fait partie de l'hôpital, à tous les niveaux. Quand il y a des familles qui arrivent dans les services et qui se mettent à crier, qui se mettent à pleurer, il faut les gérer. On ne peut pas se permettre de pleurer avec eux. Il faut être soutenant. On pleurera après, c'est pas grave. Ça fait partie de notre métier. C'est ce qui rend ce métier... C'est ce qui fait que ce métier n'est pas un métier comme les autres. Et c'est ce qui fait que de voir qu'il devient de plus en plus déshumanisé, c'est révoltant. Parce que on a l'impression qu'on passe... Enfin, c'est vraiment, les patients ont l'impression que c'est un dossier. Et puis, ah ben, il est mort, c'est bon, on passe au suivant. Je suis pas sûre de finir dans ce métier. Parce que c'est un métier qui m'abîme, au final. Je comprends de quoi il s'agit quand on parle de souffrance. La seule chose qui me sidère toujours, c'est d'entendre parler que de cette souffrance. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Peut-être je suis un peu fleur bleue, mais je crois pas. Parce que des moments très chouettes, enfin, très forts, et des propos très positifs sur le cœur de métier, moi j'en entends quand même beaucoup. Je reste persuadée qu'on ne peut pas parler de ça sans parler de ce qui fait que les gens expliquent aussi régulièrement que c'est un peu leur deuxième maison et qu'ils sont très attachés à l'hôpital où ils travaillent et qu'ils sont quand même plutôt contents de travailler. Enfin, il y a un attachement culturel et affectif à l'entité hôpital où on travaille qui est extrêmement fort. Allez, Zazette. La directrice et sa responsable des ressources humaines ne lésinent pas sur les efforts pour aller au contact de leurs hospitaliers. C'est l'épiphanie. À 2h du matin, elle distribue le gâteau consacré au personnel de nuit. Bonsoir, Sonia Meurice. Bonsoir, on arrive pour le dessert. Vous apportez la galette des rois. Bonsoir. Vous êtes à 20 km par jour? On est à 20 km. Oh la vache. On fait 300 km par week-end.
entre vendredi, samedi, dimanche. C'est les couloirs. Oui. Mais quand on vous aide là, après on va aux urgences. Quand on va aux urgences... T'avais calculé? Oui, j'avais calculé, j'avais mis mon téléphone, j'ai dit non, c'est pas possible, je pouvais plus, j'ai dit 60 km par week-end. Parce que votre collègue de pédiatrie dit 15 000 pas. Mais 15 000 pas, c'est 60 pas... km. C'est le kilomètre. Oui, non, mais il y a des... La tournée de la Galette des Rois est surtout l'occasion de tester les réactions du paramédical à leur dernier projet de réforme. En manque de personnel statutaire, le budget de l'hôpital est plombé par le recours à des intérimaires aux prestations coûteuses. Alors pour absorber ces charges, la direction songe à réduire des effectifs de nuit, à supprimer des aides-soignants. Moi, personnellement, je suis souvent appelée la nuit pour faire plusieurs services. Des fois, 3 services dans la nuit en plus d'ici, quoi. Donc, on court à droite et à gauche. Moi, j'ai quitté la gastro il y a un peu plus d'1 an et demi parce qu'il m'est arrivé un incident, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec 2 réanimations à faire là-haut pour 31 patients. C'est pour ça que j'ai quitté la gastro. Et la seule réponse qu'on m'avait donnée, c'était il faut choisir le patient qu'on veut sauver. C'est pour ça que moi, une infirmière, une aide-soignante, moi je l'ai fait dans l'ancien temps quand on était en 10 heures. C'était déjà assez critique dans l'ancien bâtiment. Moi, personnellement, je trouve ça chaud. Moi, je trouve qu'on n'est pas en sécurité, que ce soit en gastro, en pneumo ou en neuro, même l'autre jour en infectieux. Ce que je vous ai dit, on entend. Nous, on a fait une prévision. Voilà. Donc, nous, on a défini une enveloppe où il faut qu'on diminue de cette enveloppe-là les moyens de remplacement. On a identifié sur les AS, je vous ai dit, si on trouve d'autres moyens de faire diminuer, si on a moins d'absentéisme, si on a moins d'intérim, voilà, et qu'on arrive à maintenir tout le temps les 2 AS, voilà, on aura réussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne vous aura pas mis en difficulté et on aura rempli notre contrat budgétaire. Donc ça prend un peu de temps, mais la cible, c'est quand même qu'on arrive à réduire la voilure sur les moyens de remplacement. Mais d'abord, il faut resserrer et puis après, on respire. Voilà. Bon, mais écoute, on va vous laisser quand même manger de la galette. Et puis, on est appelé à se revoir, effectivement. Pas des bonnes... En fait, je pense que à force de tirer, on n'est pas dans les bonnes démarches et on use le personnel. Et on aura de l'absentéisme encore plus fort. Mais comme on ne nous donne pas des moyens de remplacement, on va s'auto-remplacer. Et on va user. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Vous voyez, c'est en train de se serrer. Jusqu'où on va aller?